Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'annonce, c'est bien du lancement du prochain porte-avions, du prochain fleuron, si on peut dire, de la marine française, du plus gros bateau de la marine, si on peut dire, européenne, pour peu qu'on puisse parler de marine européenne. Mais bien, nous allons parler du fameux PANG, du porte-avions nouvelle génération. Et l'objectif aujourd'hui, en un, c'est de parler rapidement des différents porte-avions que nous avons eus en France. Ensuite, derrière, rapidement du porte-avions Charles de Gaulle. Ensuite, le porte-avions nouvelle génération, à quoi il va ressembler, la taille, pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus gros. Avant de nous intéresser, est-ce qu'il y a toujours besoin d'un porte-avions, mais surtout, est-ce qu'un porte-avions, c'est suffisant? On va voir les points positifs, les points négatifs, tout ça juste après le jingle. Roger, ball. Alors la chasse embarquée, ça s'est développé très tôt, il y a plus de 100 ans quand même, et on a notamment en France le capitaine de frégate, à titre posthume, Paul Teste, qui a aidé à tirer notre chasse embarquée vers le haut. Il est malheureusement décédé à l'âge de 32 ans, en 1925. C'est lui le premier à avoir posé, en tant que Français, un avion sur un bateau. Et si on regarde, le tout premier porte quelque chose que l'on avait dans la marine, c'était des portes hydravions. On a eu le Foudre qui a été converti en 1910. Après, on a eu le commandant Teste, vous avez compris pourquoi, en 1929, qui pouvait quand même emmener 29 hydravions. Et le commandant Teste, pour la petite histoire, il était à la fois à Mers-el-Kébir et après au sabordage de la flotte de Toulon. C'est quand même pas banal. Ensuite, derrière, nous avons eu différents porte-avions, comme le Bapaume, 644 tonnes, le Béarn, qui est un cuirassé qui a été reconverti en 1928. Et derrière, on attaque la liste des R, si je puis dire. R, c'est pour carrière. Et donc, on a le R95, c'est la Romanche, R96, le Lafayette, R97, Bois-Belleau, R98, le Clem, R99, le Foch, et après, on revient en R91 avec le Charles de Gaulle, et R92 qui sera le PANG. Vous avez compris, ces petits numéros, c'est pour pouvoir s'y retrouver, et d'ailleurs, ils sont peints à l'arrière des navires. Le R95, c'est la Romanche, 18 500 tonnes. C'est un ancien navire britannique. On a utilisé entre 1946 et 1974. Ensuite, Lafayette, Bois-Belleau, ce pas des noms choisis au hasard. Lafayette, le marquis qui a aidé les Américains à obtenir leur indépendance. Bois-Belleau, une bataille tragique où les Américains se sont engagés en 1917 pour aider la France. Et ce sont deux navires anciennement de l'US Navy, que l'on a utilisé entre 51 et 60 ou 63, qui faisait 15 800 tonnes. Derrière le Clemenceau et le Foch, 32 800 tonnes. On les a utilisés des années 60 aux années 2000, et ils pouvaient quand même monter à 32 nœuds. C'est très rapide, plus rapide que les porte-avions, que le porte-avions Charles de Gaulle, par exemple. On a également eu un porte-avions d'escadre, le Dixmude, qui lui, quand même, 8000 tonnes, on a eu entre 46 et 66. Donc Dixmude, Béarn, Aromanche, Bois-Belleau, c'est des noms qui sont très connus dans la marine et que l'on utilise pour des noms de missions ou même des noms de bâtiments. Qui est passé sur la base d'aéronautique navale de Languedoc-Poulmic a sûrement dormi dans un de ces bâtiments. Le Charles de Gaulle, lui, il a eu différents noms. Il a été commandé en 1986, c'est mon âge. Il a eu sa quille en 89, lancé en 94, armé en 2000. Et il a vraiment été opérationnel le 18 mai 2001, quelques mois avant le 11 septembre. Différents noms, donc le PH75, après Bretagne, Richelieu, CDG 87, et c'est en 1987 qu'on l'a appelé Charles de Gaulle, le général sans qui nous n'aurions pas été du bon côté de l'histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce navire, il est quand même massif, environ 1800 personnels à bord. Vous avez toute une partie pour mettre en œuvre le bateau, basé à Toulon, environ 1200 personnes, et toute une partie pour mettre en œuvre le GAE, le groupe aérien embarqué, basé à Landivisiau pour la chasse et à Lanbiway, c'est à Lorient, pour les avions Hawkeye, les œils de la flotte, des avions radars que l'on achète aux Américains. À savoir qu'il y a également des hélicoptères, vous pouvez avoir du Caïman, vous pouvez avoir du Dauphin, et généralement, ces hélicoptères-là proviennent de flottilles qui sont dans le sud de la France, dans le sud-est.
261,50 m, les centimètres comptent, de long, 42 500 tonnes. On a 2 réacteurs nucléaires, des K-15, et il peut monter sur le papier à 27 nœuds. Il est protégé par des missiles Aster. Aster, c'est en gros les missiles qu'on utilise dans les systèmes Mamba, qui sont livrés actuellement à l'Ukraine. Donc vous avez les Aster 15, plutôt rapprochés, et les Aster 30, plutôt avec une distance d'engagement qui est plus grande. L'Aster 15 est moins cher, va moins loin, le 30 est plus cher et va plus loin, pour faire simple. Et après, en deuxième bulle, vous avez des Mistral et après du 20 mm. Donc comme ça, on a 3 défenses. Hein. On a l'Aster 15, ensuite le Mistral, et ensuite du 20 mm. On n'a pas de système, par exemple de missiles de MDCN, de missiles pour attaquer au sol. On est purement sur des systèmes d'autoprotection. C'est une vingtaine de Rafales qui vont pouvoir être embarquées. On a quand même un pont d'envol qui fait 12 000 m², 2 Hawkeye qui peuvent venir à bord et les Caïmans dont je vous parlais. Et si on devait comparer la taille du Charles de Gaulle avec un autre porte-avions ou porte-aéronef, le Kuznetsov, on pourrait dire qu'en termes de dimension, ça ressemble un petit peu. Gros avantage d'avoir la propulsion nucléaire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire le plein pour le porte-avions. Néanmoins, 3400 tonnes de carburant aviation et 120 tonnes de vivres le carburant humain, vous vous doutez bien que tous les quelques jours, il va falloir refaire le plein de carburant aviation ou de carburant pour les humains, parce que les marins français, nous aimons avoir de la baguette le matin. Dans tous les cas, le fait d'avoir un seul porte-avions a des contraintes. Tous les 10 ans à peu près, vous avez l'ITER. L'ITER, c'est un arrêt pour un entretien de longue durée. On va notamment toucher un petit peu au réacteur. Et donc là, c'est quasiment 1 an et demi d'indisponibilité. De manière générale, après chaque sortie en mer massive, après chaque déploiement de 4 à 6 mois, il faut quand même de la maintenance. Donc vous ne pouvez pas avoir une permanence à la mer avec un seul porte-avions. À l'heure actuelle, hein, avec le Charles de Gaulle, c'est comme ça. Vous n'avez pas cette permanence H24. C'est la grosse différence avec les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, où là par contre vous avez cette permanence à la mer. C'est d'ailleurs la base de la dissuasion nucléaire. Alors, le PANG, le porte-avions nouvelle génération, il serait lancé vers 2036-2038, il serait plus gros que le Charles de Gaulle. On passe de 40 000 tonnes à maximum 75 000 tonnes, on augmente énormément la masse, le tonnage du navire, 2500 personnes à bord, donc plus de marins qu'actuellement. En termes de réacteurs nucléaires, on serait sur du K22, c'est plus gros que le K15. On serait aux alentours de 27 nœuds également. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre de l'Aster 30, donc avec une plus de portée pour la protection du navire. Avoir également d'autres systèmes, du 40 mm, du 20 mm, de la 12-7 et pouvoir embarquer plus d'aéronefs. Le porte-avions est plus gros, plus lourd, on va pouvoir prendre plus de ferraille, comme on dit, donc du Rafale M au début, du NGF, c'est la New Generation Fighter, la nouvelle génération de chasseurs qui arriverait dans les années 2040, hein, et également du E2D, E2D qui est la nouvelle version du E2C, qui ont été commandés par les forces françaises, E2D actuellement utilisé par l'US Navy, mais également par les Japonais. Vous avez également des Caïmans, et vous auriez du Dauphin pour la récupération des pilotes qui doivent s'éjecter ou de la liaison, mais également du H-160M Guépard, qui est le nouvel hélicoptère que l'on retrouve dans la marine nationale. Le PANG, au début, il en était question, au début des années 2000-2003, d'en faire un avec les Anglais. Ça a été suspendu en 2009, complètement abandonné comme programme en 2012. Et c'est en décembre 2020, au Creusot, que le président de la République a annoncé qu'il y aurait un successeur, et c'est apparemment donc confirmé par la loi de programmation militaire. Il y a 2 ans, en 2021, une coque de 10 mètres a même été testée, parce qu'attention, il s'agit d'un des plus gros navires jamais fabriqués, hein, navire de guerre pour la France. Alors pourquoi est-ce qu'il nous faut un navire aussi gros? Bien, le NGF va être beaucoup plus lourd que le Rafale. Chaque tonne compte et il va donc falloir pouvoir le stocker, le mettre en œuvre, s'en occuper. Ce sera un gros bâtiment, un gros navire, pardon, et il faut donc pouvoir également le catapulter, le propulser. C'est bien d'avoir des avions lourds, mais il faut qu'ils puissent partir avec de l'armement, avec du pétrole, et donc il faut de la puissance derrière. C'est pour ça que ça discute de catapultes électromagnétiques qui ont un système, on va dire, qui fait à peu près 200 tonnes, là où une catapulte à vapeur nécessite un système de 400 tonnes et de la tuyauterie qui rend certaines pièces du Charles de Gaulle en véritable sauna. Et à l'heure actuelle, ce sont les Américains qui font de la catapulte électromagnétique, avec notamment le Gerald Ford, leur nouvelle classe de porte-avions, qui teste ça depuis 2017. Alors forcément, c'est un peu le lancement. J'ai envie de vous dire, d'ici 2036-2040, ça devrait bien fonctionner. À partir de là, l'idée, ce n'est pas seulement de prendre du Rafale et du NGF, mais également du drone. Et là, il y a tout un point intéressant en termes d'appontage. Pour faire apponter du drone, il faut des systèmes automatiques. Et depuis cette année, là, on entend parler que les Français, les Américains
pourrait éventuellement discuter de systèmes d'appontage automatique. Les Américains, depuis 1 an ou 2, utilisent du JPAS, Joint Precision Approach Loading System, qui est un système automatique d'appontage pour permettre au F-35 de se poser facilement, également aux drones de se poser de manière quasi millimétrée. On n'en sait pas beaucoup plus puisque c'est aux États-Unis, on n'en a pas à l'heure actuelle en France. À l'heure actuelle, on se pose à l'ancienne, mais acheter ce type de technologie dans les prochaines années pourrait sûrement permettre de rendre l'appontage beaucoup plus facile pour les Français, ce qui serait une bonne situation d'avenir. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous avez des systèmes d'aide à l'appontage qu'il ne faut pas s'entraîner à l'ancienne, et c'est toute la difficulté du métier de marin du ciel. On l'a vu récemment avec le crash du F-35, malgré le JPALS, le pilote n'avait pas bien enclenché ses systèmes d'automatisme et s'est donc écrasé tout simplement sur le pont d'envol. Donc les automatismes, c'est bien, mais il faut bien les utiliser. D'un point de vue confort, pour notre PANG, on aurait des chambres beaucoup plus petites. À l'heure actuelle, pour les matelots, tout ça, vous êtes par chambre de 10 à 40. Pour l'équipage, là, ça serait plutôt des chambres de 4 à 8. Donc, c'est pas du tout la même chose. D'un point de vue confort, avec un bateau beaucoup plus gros, vous gagnez en confort, ce qui est très bien, surtout pour la rétention des talents dans la marine. Tous les métiers ne sont pas faciles sur un porte-avions. Et d'ailleurs, il y a peu de métiers faciles sur un porte-avions. Et donc, si on peut avoir un minimum de confort, ça permet de plus se reposer et ça permet forcément d'être plus alerte, plus motivé et de mieux faire son travail en meilleure sécurité, ce qui est bien pour tout le monde et pour l'état final recherché. Alors maintenant, faire un porte-avions nouvelle génération, plus gros, plus lourd, qui va pouvoir embarquer plus de choses et avec plus d'automatisme, et notamment des drones qui pourront accompagner les nouvelles versions du Rafale ou le NGF. Alors pourquoi c'est important ? En fait, c'est important de l'accompagner parce que comme ça, vous pouvez rester avec votre avion proche de vos drones tout en vous mettant loin des capacités d'engagement de l'adversaire. Donc comme ça, vous allez proche de la zone de combat, vous envoyez vos drones et vous pouvez les micromanager, vous pouvez leur donner des consignes directement, sans que ça passe par satellite ou autre, ce qui rend votre commandement et ce qui rend votre niveau opérationnel beaucoup plus robuste. Vous ne risquez pas d'avoir vos contacts avec les drones qui soient interceptés, qui soient gênés, qui soient brouillés par une force adverse. Donc, avoir des drones, oui, mais les accompagner avec des avions de chasse qui les lead, qui les guident, qui leur donnent des ordres, c'est le mieux et c'est le plus robuste. Et l'objectif d'une force armée, c'est être robuste. Justement, un porte-avions, même nouvelle génération, avec un petit peu d'Aster 30 tout seul, il ne vaut absolument rien. Il a besoin de toute sa task force. Et en France, c'est la Task Force 473. Donc, qui va l'accompagner à l'horizon 2040, ce PANG ? La nouvelle classe de sous-marins nucléaires d'attaque, les Suffren, mais également des nouvelles frégates. Donc on a les FDA, les frégates de défense aérienne, c'est franco-italien, de classe Horizon, c'est sorti en 2010-2011, ça marche très bien. Vous avez les FREMM également, ce sont des frégates multimissions, avec certaines qui seront des FREMM DA, des FREMM défense aérienne, avec plus de missiles Aster justement, mais donc elles sacrifieront leur capacité de frappe contre la Terre avec des missiles MDCN de croisière pour augmenter leur capacité de protection de la flotte. Vous aurez également des FDI, des frégates qui sont en gros les remplaçantes des Lafayette qu'on a pu voir dans GoldenEye. Mais le plus important, c'est ce qu'a pris la mer là, il y a quelques jours, c'est les BRF, les bâtiments ravitailleurs de la flotte. Jusqu'en 2015, on avait la Meuse, on a eu le Var, la Marne, la Somme. Eux, c'est le nerf de la guerre. Les BRF, c'est 194 mètres de long, c'est tout nouveau, là c'est en train de sortir, ça va quand même peser 31 000 tonnes, hein. Je vous rappelle que le Charles de Gaulle c'est 40 000 tonnes, vous allez pouvoir faire du 20 nœuds, ça va pouvoir embarquer du NH90, même avoir un V22 Osprey qui vient se poser à bord. Seulement 130 personnes à bord pour 194 mètres de long. Et le tout nouveau, là, c'est le Jacques Chevalier. C'est un hommage à un ingénieur militaire de la DGA qui est né en 1921, qui est décédé en 2009 et qui est un petit peu le père de la propulsion nucléaire en France. C'est à lui qu'on doit principalement tout le projet autour du moteur sur les sous-marins Le Redoutable. Donc il a fait Polytechnique en 1940 et c'est un magnifique hommage que de nommer le bateau, sûrement le plus important de la task force, hein, celui qui va permettre d'amener le carburant pour les avions, d'amener les vivres pour le personnel, mais également d'amener les bombes hein, s'il y a besoin et les missiles, parce que quand on est déployé, ça peut vite partir. Donc de permettre au groupe aérien d'être efficace, un petit hommage aux ingénieurs. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes jeune, vous êtes bon en maths, ingénieur, c'est une situation d'avenir. J'en arrive donc forcément à
Pourquoi ce porte-avions? Est-ce que c'est encore logique en 2040 de vouloir avoir un nouveau porte-avions? La réponse est simple, et c'est projection de puissance. Moi, quand j'ai fait chef de patrouille avec la marine, mon encadrement m'a dit bah, tu vas attaquer l'entraînement pour prendre notre plus haute qualification qui est celle de leader d'une patrouille. Là. Et c'est C3P, ce qu'on avait inventé dans la marine, chef de patrouille, projection de puissance. Vous voyez que la marine est intimement liée à cette notion de projection de puissance, c'est ce qu'on recherche. Et avec un porte-avions, avec un groupe aéronaval, vous pouvez aller à 22 km de 154 pays. C'est absolument énorme. Et le groupe aéronaval va pouvoir assurer sa sécurité et va pouvoir mettre en œuvre des avions qui sauront se ravitailler les uns avec les autres et sauront faire de la frappe à distance, avec par exemple les missiles Scalp, de la frappe nucléaire, donc c'est un vecteur de dissuasion nucléaire avec la SMPA. Et récemment, on a vu la marine communiquer sur une photo d'un Rafale M qui participait à un exercice avec un ASMPA fictif, je pense, sous l'avion. Et également, eh bien, en fait, c'est un signal politique fort. Tout le monde sait que vous pouvez arriver à 22 km de la côte avec de l'arme nucléaire, avec de quoi frapper en profondeur chez l'adversaire. On a vu par exemple lors de la Libye, où 18 chasseurs et Hawkeye ont fait 1573 sorties en 5 mois. Donc tout ce que je vous dis, c'est la source ouverte. On a également vu avec l'Afghanistan, mission Héraclès, 2001-2002, Agapante, Harmattan, c'était la Libye, Bois-Bello, c'était pas des missions de guerre, c'était un prépositionnement opérationnel au large de l'Iran, j'ai participé, Chamal, Clémenceau, Foch, Clémenceau 21, Clémenceau 22. Donc toutes ces missions permettent de projeter l'influence française et d'aller étendre notre diplomatie, de nous permettre de continuer à nous installer à une table et de discuter avec une nation, ce que j'explique dans Au-delà de l'Ukraine comme la dissuasion conventionnelle d'une certaine manière. Vous avez la dissuasion nucléaire sur laquelle toute notre industrie de défense repose, vous avez derrière cette nécessité de dissuasion conventionnelle, genre je ne vais pas forcément te faire peur avec le nucléaire, mais je vais te faire peur avec du conventionnel, et après on a cette fameuse dissuasion industrielle dont je parle, donc cette nécessité de tendre vers ces 3 dimensions, ce qu'essaye de faire le gouvernement, même si, et c'est largement débattu dans la presse, on peut toujours faire plus, surtout au vu du seuil vraiment critique qu'ont atteint nos forces armées. Toujours est-il, quand le porte-avions se déploie, il ne part pas seul, il va travailler en interallié, et vous allez avoir des frégates alliées, des Belges, des Italiens, des Grecs, des Américains qui vont venir travailler avec nous, et même des fois on va travailler avec d'autres porte-avions, par exemple le Harry S. Truman, ça c'est du classique. Maintenant, concrètement, les plus, les moins d'avoir un porte-avions. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, je vous propose, en plus, projection de la diplomatie. Je vous rappelle que la diplomatie, c'est ce qu'on fait avant de faire la guerre. Je peux vous faire du Clausewitz, mais d'une certaine manière, faire la guerre, c'est un échec. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on préfère faire de la diplomatie et du commerce avec les gens. Le fait d'être fort, d'avoir de la puissance, vous permet de faire de la diplomatie de manière beaucoup plus efficace. Après, ça vous permet également de faire de la reconnaissance et du renseignement. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir aller un peu partout sur Terre. Même avec les satellites, on se rend compte que c'est très utile. Sécuriser un espace maritime, on l'a vu avec la piraterie au large de la Somalie il y a une époque, mais vous arrivez avec un groupe aéronaval, il y a des bateaux, il y a plein de choses, il y a des avions, on peut faire énormément de choses. Ensuite, l'avantage par rapport à une base aérienne classique, c'est que vous êtes moins vulnérable à une attaque de drones. On l'a vu en Biélorussie ces derniers temps, des petits drones, des nuées de drones qui viendraient tomber sur la base de Saint-Dizier, sur la base de Mont-de-Marsan, alors qu'on n'est pas encore en temps de guerre, une sorte de Pearl Harbor. Vu qu'on a très peu de bases de chasse, à l'heure actuelle on a 2 bases vraiment de l'armée de l'air où il y a des drones, ça serait facile d'attaquer nos Rafales et de nous mettre hors d'état de service une grosse partie de notre flotte. Si vous avez en permanence un porte-avions à la mer, c'est beaucoup plus compliqué de l'attaquer, lui, puisqu'il se déplace par conception. Vous avez également un gros avantage sur l'agilité d'emploi, vous pouvez le déplacer. Vous imaginez à 20 nœuds, si le groupe aéronaval se déplace à 20 nœuds, en 10 heures, vous faites 200 nautiques. En 24 heures, vous allez faire plus de 400 nautiques. C'est-à-dire que pour faire très simple, vous partez de Lille, vous êtes en Espagne moins de 2 jours après. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'interopérabilité, ça vous amène à travailler avec d'autres pays, ça vous fait maintenir la diplomatie, maintenir la capacité de projection de force dans un cadre avec des alliés. Et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Ensuite, derrière les points négatifs, eh bien, c'est que ce porte-avions, c'est le talon d'Achille de la marine. Il y a une grosse cible dessus, si vous voulez. Vous êtes en temps de paix, vous êtes face à quelqu'un qui veut commencer à vous attaquer. Il y a de grandes chances que la première action militaire de sa part, ça soit d'essayer d'attaquer votre navire, amiral, votre porte-avions, avant même que vous n'ayez compris qu'il veut vous faire la guerre. C'est ce qu'ont essayé de faire les Japonais à Pearl Harbor.
hasard du calendrier ou pas, hein, les porte-avions étaient bizarrement sortis sans leur escorte. Donc c'est également dur à protéger en temps de paix. Pourquoi? Parce que quand vous naviguez, il peut y avoir des bateaux qui viennent autour, vous n'allez pas ouvrir le feu sur tout le monde. On voit bien lors des transits, par exemple, quand on rentre dans le golfe Persique, vous avez plein de bateaux iraniens qui viennent autour, qui même des fois peuvent venir très très près. Vous n'allez pas abattre des gens qui viennent se mettre à 5 mètres de vous. Vous allez leur dire de se pousser, mais vous n'allez pas ouvrir le feu. Nos règles d'engagement ne nous autorisent pas, et donc du coup, ça peut vous rendre vulnérable face à quelqu'un qui a décidé de vous attaquer en premier. L'autre point, c'est que cette force aéronavale très puissante, elle a le talon d'Achille, qui est les bâtiments de soutien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont également peu armés. Et donc, si vous voulez vraiment attaquer une force aéronavale qui est dans un coin, si vous arrivez à détruire ces bateaux de ravitaillement, elle va être très impactée. Donc ça, c'est un gros talon d'Achille pour ces bateaux-là. L'autre point, c'est la dépendance à quelques métiers, à quelques spécialistes sur le bateau, les officiers d'appontage, les ingénieurs nucléaires. Vous avez certaines spécialités clés qui, dans un format d'armée où on a un seul porte-avions, sont vraiment très tendues d'un point de vue RH et sont une vulnérabilité certaine. Je vous laisse regarder ce que j'explique dans Au-delà de l'Ukraine autour justement de ces dangers. C'est un point qu'il faut intellectualiser et qui est beaucoup moins vrai pour les Américains qui ont beaucoup plus de spécialistes, beaucoup plus de profondeur, de résilience dans ces métiers-là, puisqu'ils ont plus d'une dizaine de porte-avions. L'autre point, c'est que c'est cher et que vous n'en avez qu'un. Ce qui vous amène directement au fameux effet falaise dont je parle souvent en termes d'automatisme. L'effet falaise qui dit qu'en gros vous avez un certain niveau d'efficacité ou d'efficience et d'un coup, paf, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, vous perdez un automatisme ou autre et vous perdez énormément de votre capacité à produire. Là, on va parler de capacité à produire de la défense. Avec votre groupe aéronaval en France, un groupe aéronaval, on est très bien. On perd le bateau de ravitaillement ou on perd le porte-avions qui est endommagé. Capacité de notre marine, elle s'effondre d'un point de vue exponentiel. Et donc du coup, il faut le savoir. C'est également avoir une marine qui repose beaucoup là-dessus. Et en un missile, on peut perdre en gros notre marine. Et derrière, il faut 20 ans pour refaire un porte-avions, grosso modo. Et si en plus on a perdu les spécialistes qui étaient à bord, ça va prendre beaucoup de temps de remonter. Donc il y a également ce côté-là. D'où le fait que beaucoup de militaires poussent pour dire 1, c'est bien, 2, c'est mieux. Et là, après, c'est un problème d'argent. Est-ce que vous voulez payer la TVA à 30%? Mais le point sur lequel je voulais finir, c'est ça. C'est avoir un navire amiral très bien, avoir une armée, et je cite ce qu'on trouve dans certains médias, un peu échantillonnaire, c'est très bien, mais il faut être conscient qu'en un instant, on peut se retrouver avec cet effet falaise, à perdre de manière exponentielle nos capacités de défense. Et on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine, que l'inertie, pour rentrer dans une industrie de guerre, pour pouvoir reproduire derrière du matériel, mais également reformer de l'humain, ça prend énormément de temps. Et plus nous sommes dans un environnement technologiquement avancé, plus c'est long de produire, plus de l'humain et du matériel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le porte-avions nouvelle génération. Est-ce que c'est une bonne chose d'en faire un complètement? Est-ce que c'est dommage de ne pas en faire deux? Oui, mais après vous allez me dire, si vous m'en donnez 2, je vais en réclamer 4. Et je vais vous répondre quelque chose. C'est pas faux. Allez, j'espère que ça vous aura ouvert un peu les chakras pour ceux d'entre vous qui connaissent le moins la marine. Et fly safe et à très bientôt sur la chaîne.